Comédien génial et dramaturge absolument inoubliable. Il a inventé la langue de Molière, sa langue. Molière est né il y a 400 ans. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour. Le Monde selon Molière chez Talandier. C'est un livre absolument incroyable. On a l'impression que vous l'avez écrit entouré de toute l'œuvre de Molière et vous allez y chercher, vous y piochez tout ce qui fait qu'effectivement, il y a un monde selon Molière. Bien sûr, c'est une galaxie Molière. C'est une galaxie où on trouve tous les sujets de l'époque, mais aussi les sujets contemporains. Les vices éternels de l'espèce humaine, l'avarice, la jalousie, le désir, l'envie, la rancune, mais aussi les problèmes de société. La place de la femme dans la société, le rapport entre ceux qui n'ont pas le pouvoir et ceux qui l'ont, la différence de richesse, tout ce qui aujourd'hui encore fait notre débat, en cette année présidentielle notamment, c'est dans le théâtre de Molière. Donc Molière peut nous aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, Macron, Pécresse... L'épidémie, bien sûr, puisqu'il a écrit sur la maladie. Il nous explique aussi ce que sont les différences. Comment on joue la différence avec l'autre et comment les différences créent des conflits ou au contraire des additions. Tout ça, c'est dans Molière. Oui, alors il y a un chapitre entier consacré évidemment le malade imaginaire, à la médecine. Mais ses ennemis, ce sont les médecins. Ils inventent des maladies parce que c'est lucratif. Oui, ses ennemis, ce sont tous ceux qui ont des vérités révélées qu'on n'a pas le droit de remettre en doute. Alors évidemment, tous les religieux, et ça va donner le Tartuffe, et puis les médecins. Parce que depuis l'Antiquité, Aristote dit que, eh bien, on doit faire la même chose. C'est la fameuse scène du malade où on vous dit qu'il faut mettre des grains de sel en nombre pair dans un œuf quand on est dans un jour pair et en nombre impair quand on est dans un jour impair. Vous voyez, ce genre de bêtises et de superstitions. Molière combat la bêtise et la croyance infondée. Évidemment, avec les médecins, il va se régaler à son époque. Oui, alors il dit, moi avec mon médecin, j'ai un deal. Ah, il dit pas un deal, évidemment. Il dit, il me prescrit des médicaments, je les prends pas et je suis guéri. Et il dit ça au roi. Et il fait rire le roi en racontant cela à Louis XIV, qui lui aussi avait une certaine distance avec ses médecins, même s'il a vécu beaucoup plus vieux que Molière. Oui, alors Molière et les femmes, tiens, un chapitre. Évidemment, il y a l'école des femmes, les femmes savantes, mais les femmes sont présentes, alors parfois des servantes, mais des servantes absolument admirable. Bien sûr, Molière est féministe. Molière est féministe à travers deux peintures. D'abord, les servantes qui prennent le dessus et qui bousculent tout le monde, les autres valets, mais aussi les maîtres. Par exemple, Toinette dans le malade imaginaire, qui secoue ce pauvre malade, mais aussi Dorine dans le Tartuffe. C'est elle qui permet de débusquer l'affreux Tartuffe. Et puis, des femmes féministes jeunes qu'on a mariés contre leur gré. Par exemple, dans Georges Dandin, Angélique, mariée par ses parents, aristocrates pauvres, à un paysan enrichi, et qui dit à ce paysan, attendez, mes parents m'ont obligé à vous épouser, mais moi je suis pas votre femme, vous avez épousé mes parents, débrouillez-vous avec eux, moi je suis libre de mon corps. Il dit ça en 1660, vous vous rendez compte? On est déjà en mai 68, mais avec 300 ans d'avance, 100 ans plus tard, Beaumarchais, le barbier de Séville, la figure de Rosine, elle n'est pas plus féministe qu'Angélique 100 ans plus tôt. Molière est un auteur féministe. Absolument. Et alors, le sexe, vous l'abordez, vous êtes un chapitre, c'est Molière et le sexe, on ne s'y attend pas. Mais c'est vrai, quand on lit les extraits, les passages que vous citez, Christophe Barbier, effectivement, c'est égrillard, c'est des sous-entendus, mais parfois c'est très, très drôle. Toujours. Parce que Molière a commencé par la farce. Il a écumé les campagnes françaises, a montré des farces où évidemment il y avait toujours des sous-entendus dans ses blagues. Et il inspire ses pièces, il met cet humour-là dans ses pièces. Par exemple, quand dans l'école des femmes, la jeune et prude Agnès dit à son barbon, oui, le jeune homme, il m'a pris, elle ose pas dire quoi. Bon, c'est un innocent ruban, mais tous les spectateurs comprennent, mais il m'a pris mon pucelage. Et évidemment, Arnolphe est terrorisé à l'idée qu'elle ait pu perdre son pucelage avec ce jeune homme. Toujours le sous-entendu. Comme ça, Molière dit à la censure, mais non, il n'y a rien de sexuel dans mes pièces, qu'est-ce que vous avez vu? Ah, vous avez vu quelque chose de sexuel? Mais vous avez des pensées bizarres. Bizarre, parce que par exemple, on peut y voir, il parle d'érection, il parle de choses comme ça, mais sans le dire. Il y a ça, mais sans le dire. Quand Tartuffe, Elmire tousse, parce qu'elle veut que son mari intervienne, et il lui dit, mais toussez, prenez donc ce jus de réglisse, et qu'il lui répond, tous les jus n'y pourraient rien faire, on se marrait parce qu'on voyait évidemment une allusion sexuelle. Il s'amuse beaucoup, parce que c'est un farceur. Oui, c'est un farceur. C'est d'abord un comédien, Molière. Il avait un visage très mobile, il faisait beaucoup de grimaces. Il y a des critiques de l'époque qui disent que quand on a vu Molière jouer un mari cocu derrière sa femme, eh bien rien qu'à voir son visage, on est plongé dans un état d'hilarité. C'était un comédien, c'était un farceur, il aimait faire rire, s'amuser en amusant. Et puis il s'adressait à tous les spectateurs. Ceux du parterre qui étaient debout, qui étaient les pauvres, les aristocrates qui étaient dans les travées, dans les corbeilles, et puis les puissants
derrière l'horloge grillée pour qu'on ne les reconnaisse pas. Le cardinal, le Colbert, tous les puissants, tous ceux de la noblesse qui écoutaient quand même ce qui se disait. Oui, alors l'argent, justement, les puissants qui écoutent Molière se marrent. Pourtant, qu'est-ce qu'il leur balance dans la figure? Et pourtant, l'avare n'a pas eu de succès à l'époque. Aujourd'hui, l'avare, c'est une des pièces les plus célèbres. On la regarde, on s'y amuse, on l'étudie au collège. Par cœur, la scène de l'argent. Rends-moi l'argent, montre-moi tes mains, oui, les voilà, les autres. Voilà, on a tous aimé cela. C'est merveilleux. À l'époque, ça n'a pas tellement de succès parce que les spectateurs disent, oui, mais qui vous dénoncez? Ils aimaient bien reconnaître. Et puis là, des avares, il y en avait tellement qu'on reconnaissait personne. Et ils aimaient les pièces où ils reconnaissaient tel médecin du roi, tel aristocrate, telle fausse prude. Et Molière, dans l'avare, n'avait pas été assez méchant avec quelqu'un. Oui, les Tartuffes, au fond. Oh oui, les c'est Tartuffes. Ça, ses cibles. Oui. Il envoie les Tartuffes. Les Tartuffes, d'ailleurs. Ça peut nous servir pour aujourd'hui. Hein, vous envoyez des Tartuffes. Mais bien sûr, c'est devenu un nom commun, d'ailleurs. On dit, lui, c'est un Tartuffe, lui, c'est un Harpagon. Il a inventé des noms communs, Molière. Et Tartuffe, c'est surtout pour lui lutter contre l'obscurantisme. C'est-à-dire ceux qui vont prendre le pouvoir dans les mentalités des gens et leur dicter leur conscience. Et il veut lutter contre cela, c'est-à-dire à l'époque contre le jansénisme. Aujourd'hui, on voit bien que les intégrismes reviennent par tous les côtés et que lutter contre les Tartuffes, c'est toujours une nécessité. Oui, alors vous dites, c'est pas Beaumarchais, mais il fait de la politique quand même. Oui. Parce qu'il nous parle des classes sociales. Tout à fait. Il nous parle de la situation politique de l'époque, mais qui nous parle à aujourd'hui aussi. Exactement. Il dépeint une situation dont il montre qu'elle ne peut satisfaire un humain. Par exemple, quand on est dans une classe sociale, on n'en sort pas. Scapin, c'est le plus intelligent de tous, il restera valet. Dandin, c'est un paysan travailleur qui a gagné des sous, il sera jamais reconnu par la noblesse. Molière dépeint un ordre social imparfait, mais jamais il ne nous dit il faut le renverser. Parce que Molière est le valet tapissier du roi, parce que sans le roi il ne peut rien faire, et qu'il ne veut pas renverser la monarchie, renverser l'ancien régime, ce qu'on appellera l'ancien régime. Beaumarchais, lui, va nous dire « Qu'avez-vous fait pourtant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. » Beaumarchais est révolutionnaire. Il veut changer de régime. Molière veut simplement que le régime reconnaisse ses défauts et essaye de s'améliorer. Oui, alors au fond, c'est aussi un philosophe. Il nous parle de Dieu et il nous parle de la mort. Oui, bien sûr. Il y a une obsession évidemment de la mort dans ce siècle-là, parce qu'on se sait très très fragile. Et qu'y a-t-il après la mort? Et comment bien se préparer à la mort? C'est un pays qui a déjà été marqué par Montaigne et par Descartes. Donc on est dans cette philosophie-là. Mais Molière va y ajouter non pas du scepticisme. Il est croyant et s'il avait eu le temps, il aurait demandé sans doute à être enterré en chrétien en faisant ce qu'il fallait. Mais il y ajoute, Molière, l'idée que c'est sur Terre qu'il faut profiter de la vie. Et que la meilleure manière de se préparer à la mort, c'est d'être un jouisseur, c'est d'être un homme gai, c'est de profiter de la vie. En ce sens, il combat Pascal. Pascal qui professe plutôt l'austérité. On retrouve encore le combat contre le jansénisme. Oui, 51 ans, vous racontez sa mort après le malade imaginaire. Et là, évidemment, il a un problème pulmonaire. Mais il a des réflexions, il aurait eu des réflexions au fond sur ce qui va se passer après, en quelque sorte. Oui, je pense qu'il avait, à travers plusieurs textes, ouvert une fenêtre sur l'au-delà. Et notamment avec ce brûlot qui est Don Juan. Puisque Don Juan, c'est un personnage qui ne défie pas les religieux du temps, mais Dieu, l'idée de Dieu. Et ça, c'est vraiment très sacrilège. D'ailleurs, Molière s'en est rendu compte. Don Juan est interdit tout de suite, il va jamais se battre pour que Don Juan soit rejoué. On va jouer pendant 200 ans un Don Juan de Molière qui n'est pas de Molière, qui a été réécrit par le frère de Corneille en vers en alexandrin en enlevant tout ce qui était sulfureux. Il faut attendre Vigny en 1821 pour qu'on redécouvre Molière. Et surtout Louis Jouvet, très près de nous, pour qu'on en refasse un chef-d'œuvre. Donc vous voyez, Don Juan, c'est peut-être la pièce la moins molièresque de Molière, mais c'est la plus philosophique. Oui. Mais c'est vrai que ce qui nous marque le plus chez Molière par rapport à la mort, c'est le scénario de sa mort. C'est ce malade imaginaire qui joue à s'en rompre les veines, à cracher du sang, la 4e représentation du malade imaginaire. Et quand on lui dit « Non, on va annuler, vous êtes trop fatigué », il dit non. Il y a 60 ouvriers qui attendent la représentation pour leur gagne-pain du jour. Qu'est-ce que je vais leur dire si on ne lève pas le rideau? Et c'est pour eux qu'ils lèvent le rideau, dans une démarche presque de prolétaire, en tout cas de solidarité avec ces ouvriers, et c'est ça qui va le tuer. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est l'homme aussi, et vous nous en parlez, parce qu'il y a évidemment Jean-Baptiste Poquelin, et puis il y a le comédien, au-delà d'être l'auteur. Et ce comédien dont vous dites sur scène, il joue, et il paraît même, il rajoutait des cris, des choses de bouche. Oui, tout à fait, des borborigmes. Des borborigmes. C'était un comédien complet. Il avait pensé
penser l'espace. C'est le premier à dire que c'est un peu idiot de se tourner toujours face au public pour déclamer. Et qu'il vaut mieux parfois se tourner vers le partenaire pour rendre la scène plus vivante. C'est un sacrilège à l'époque. C'est ce qui fait que quand il joue des tragédies, on le trouve mauvais. La tragédie, ça doit se déclamer face au public. Il rajoute les grimaces, il rajoute les culbutes, les cascades. Il rajoute aussi les textes avant et après les pièces. Il vient présenter la pièce au début, à la fin, il dit au public, demain on va jouer ceci. Il harangue le public. Et on vient au théâtre aussi pour entendre ces petits discours de Molière. Il avait inventé une sorte de spectacle total. Et puis surtout, il y avait 2 genres à l'époque. La farce dans la rue. Alors c'était les tartes à la crème, hein, bon. Et puis la tragédie. Il n'y avait rien au milieu. Et Molière invente la comédie noble, la comédie de mœurs. C'est à la fois très écrit, parfois même en vers, et en même temps, c'est très accessible. On n'est pas obligé d'avoir étudié le latin et d'avoir étudié la versification pour apprécier le théâtre de Molière. Oui, ses relations avec le roi, ça c'est un des chapitres. C'est majeur. C'est très important. Il n'y a pas de Louis XIV sans Molière. Il a utilisé Molière pour défier les courtisans qui avaient fait la fronde. Ça, c'est par exemple le Misanthrope. Pour défier les religieux, c'est le Tartuffe. Louis XIV a utilisé Molière pour les grandes fêtes. Il lui commandait des comédies-ballets. Il a été, Molière, un allié de Louis XIV pour le pouvoir. Mais il n'y a pas de Molière sans Louis XIV. Si Louis XIV ne l'avait pas protégé, ne lui avait pas donné beaucoup d'argent, ne lui avait pas offert des lieux de spectacle, on n'aurait pas aujourd'hui ses chefs-d'œuvre. Mais en même temps, il est considéré comme un bouffon, un amuseur. Il n'est rien. Il n'est rien à la cour, ou presque. C'était le paradoxe des comédiens à l'époque. Vous n'étiez rien, même pas capable d'être enterré religieusement. Et en même temps, vous aviez une surface sociale, si vous aviez du talent, importante. Un matin, Louis XIV va se lever. Molière est là parce qu'il est valet tapissier, donc il assiste au petit lever. Il doit tenir la couverture avec un aristocrate qui refuse. Ah non, moi je ne ferai pas ça avec un saltimbanque. Un autre valet le remplace en le disant « Monsieur Molière, puis-je avoir l'honneur, un autre duc, de faire de la couverture du roi avec vous ?» Et le roi, informé de l'incident, sermonnera le premier aristocrate. On n'a pas le droit de mépriser Monsieur Molière. Oui. Avait-il conscience de son génie, de sa postérité ? Je ne crois pas. Il se battait dans son temps, il ne se projetait absolument pas vers le futur. Autant Corneille et Racine pensaient à leur gloire des siècles futurs, autant Molière, saltimbanque, amuseur, il pensait être oublié aussitôt mort. C'est d'ailleurs ce qui est un peu arrivé. Pendant quelques décennies, Molière a été un tout petit peu oublié, et puis on l'a redécouvert au fur et à mesure. Molière ne pensait pas le temps long, il pensait le temps présent. Oui. Un mot, aujourd'hui, le monde selon Molière, vous diriez, Christophe Barbier, on peut comprendre l'élection présidentielle, vous disiez, on peut comprendre le Covid. Bien sûr. Alors allez, dites-nous, si Molière était là, qu'est-ce qu'il dirait ? Oh, si Molière était là, il écrirait une pièce formidable où on aurait Olivier Véran, Didier Raoult en train de se disputer autour du lit d'un malade. Et ça serait une grande scène de comédie. Ah oui, et il y aurait le vaccin qui... il y aurait sans doute des faux vaccins. Il serait pour ou contre d'ailleurs, vous pensez, le vaccin ? Il serait pour, parce que je pense parce qu'il aurait compris que la médecine s'était arrachée à la charlatanerie pour entrer enfin dans la science. À l'époque, il n'était pas convaincu. Mais non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de bons médecins. Ça commence juste après, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des bons médecins, Christophe. Oui, aujourd'hui, on commence à en trouver quelques-uns qui sont à peu près efficaces. En tout cas, Molière continuerait les mêmes combats contre l'intolérance, contre l'obscurantisme. Il changerait peut-être de cible, parce que cet obscurantisme, cette intolérance sont incarnés par d'autres aujourd'hui. Oui, mais en tous les cas, il apportait quelque chose qui nous manque aujourd'hui, c'est de s'amuser aussi. S'amuser en étant lucide sur soi-même. Si on doit résumer Molière à un objet, c'est un miroir. Non pas un miroir pour s'admirer, un miroir pour se regarder le fond de l'âme et voir quelle est notre véritable nature. Elle est chez Molière. Merci. Christophe Barbier, c'est absolument formidable. C'est Le Monde selon Molière. C'est un livre vraiment génial parce qu'il y a Molière et puis il y a vous. Et à vous piocher comme ça, c'est un délice. Merci Christophe d'avoir été avec nous.